Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On se penche sur la situation alarmante due à la sécheresse. Selon les Nations Unies, les risques de la situation se dégradent vers une véritable famine. Au moins 3 pays africains se trouvent en situation de grave insécurité alimentaire. Au Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen, 20 millions de personnes sont menacées. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes de cette sécheresse? Et puis, il s'agit là de la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. On reviendra également sur les causes et quelles sont les actions d'urgence et à long terme. C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Le nouveau président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, a décrété le 28 février dernier catastrophe nationale, la grave sécheresse qui ravage son pays et qui, selon les agences humanitaires, menace de famine quelques 3 millions de personnes. Le reportage est signé Abdulaziz Osman du service Somalie et il est signé Lionel Gaïma pour le récit. Le vieil hôpital de Rivago, le seul de la région de Sanaag, dans le Somaliland, est débordé par l'afflux de nombreuses victimes de la sécheresse. Des enfants affectés par la malnutrition sont accueillis dans le centre de stabilisation. La sécheresse a contraint de nombreux éleveurs à se déplacer. Certains sont allés dans les villes, mais la plupart des enfants malnutris admis ici sont originaires des zones rurales. Advarus Salas, petit garçon de 14 mois, pesait environ 6 kilos lorsqu'il est arrivé du camp de déplacés de Darar. Il souffre de diarrhée et de malnutrition, explique sa mère dont la détresse est visible. La condition de Salah s'améliore et il pèse maintenant 7 kilos. Il était très faible à son arrivée ici, avec un poids et une taille en dessous de la moyenne. Sévèrement malnutri, il a été placé dans le centre de stabilisation. Il ne pouvait pas manger, alors on a commencé à l'alimenter à l'aide d'une sonde qui est toujours en place. Certaines familles dans les zones affectées par la sécheresse rencontrent des difficultés à amener leurs enfants au centre de santé. Dans les zones rurales, les familles ayant des enfants malnutris ne sont pas en mesure de les emmener à l'hôpital. Par exemple, si une mère de 10 enfants en a 5 souffrant de malnutrition, nous la prions d'emmener ses enfants malades à l'hôpital. Selon les Nations Unies, plus de 6 millions de personnes à travers la Somalie et le Somaliland ont besoin d'une aide d'urgence à cause d'une longue sécheresse qui ne donne aucun signe de s'atténuer. Et avec nous en direct de Rome, Dominique Burgeon, vous êtes directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO. Également à Rome, André Vornik, vous êtes porte-parole du PAM, le Programme alimentaire mondial. Et enfin à Ouagadougou, au Burkina Faso, Rémi Emmerich, vous êtes délégué général de SOS Sahel. Merci messieurs d'être avec nous. Fin janvier 2017, la FAO prévenait que la sécheresse généralisée dans toute la corne de l'Afrique menaçait la subsistance de plus de 17 millions de personnes, évoquant une urgence humanitaire. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis? Je me tourne vers vous, Dominique Burgeon. La réponse, selon votre organisation, une intervention humanitaire immédiate et à grande échelle. Est-ce que ça a été efficace et est-ce que ça a été mis en place? Oui, alors effectivement, comme vous l'avez bien dit, nous avons tiré la sonnette d'alarme très tôt, puisque je pense qu'il est important de signaler que dans la Corne de l'Afrique, mais aussi au Yémen et dans le nord-est du Nigeria, nous avons en tout plus de 20 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire grave, avec plus ou moins 10 millions de personnes qui sont littéralement au bord de la famine. Nous avons également déclaré une situation de famine déjà dans certaines parties du Sud-Soudan, alors que
des populations sont, je dirais, dans une situation d'insécurité alimentaire très grave, comme vous l'avez dit, en Somalie, dans plusieurs régions de la Somalie. Donc, je pense que la grande différence avec ce qui a été fait par le passé, c'est que nous avons pu tirer la sonnette d'alarme très tôt et donc mobiliser l'attention de la communauté internationale et entreprendre des actions humanitaires visant justement à appuyer ces populations. Dans votre sujet, on a bien mis en évidence le fait que ce sont les populations rurales qui sont pour l'instant sévèrement affectées dans un pays comme la Somalie. Et donc, tout notre appui vraiment vise à soutenir ces populations rurales dans cette période particulièrement difficile, soutenir leurs moyens d'existence qui dépendent essentiellement de l'agriculture. On a parlé dans votre sujet de l'élevage. Et donc, il faut essentiellement aider ces populations pour les aider à rester chez elles en leur apportant une assistance. Mon collègue on reviendra sur les solutions au niveau de la logistique. J'aimerais justement donner la parole à votre collègue du PAM. André Vornik, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau pour prévenir? La FAO de son côté avait donc tiré la sonnette d'alarme, et qu'est-ce qui a été fait de votre côté? Écoutez, d'une certaine façon, je pense qu'il est assez artificiel de séparer le travail des diverses agences humanitaires. Nous sommes un programme, après tout, de la FAO, donc nous travaillons main dans la main très souvent, et non seulement avec la FAO d'ailleurs, mais avec d'autres agences partenaires, le gouvernement, le secteur privé, des ONG locales et ainsi de suite. Alors effectivement, comme le disait mon collègue de la FAO, la dernière fois en Somalie, au moment où on a tiré la sonnette d'alarme, il était déjà trop tard. C'est-à-dire que près de la moitié du quart de million de personnes qui ont fini par mourir étaient déjà mortes. Là, on essaye on espère avoir attrapé la situation à temps, mais c'est sûr que la situation est extrêmement pressante. Alors, il s'agit d'apporter une réponse d'urgence. Bien sûr, nous sommes surtout des humanitaires au PAM, mais nous travaillons aussi sur le développement à long terme. Vous savez, il y a une règle, un principe, disons, dans l'humanitaire, qui est qu'il faut éviter de nourrir la même personne deux fois. Là, bien sûr, on est en train de nourrir la même personne 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. Il faut que ça cesse. Donc, à part l'aide humanitaire d'urgence, il faut quand même penser à apporter des solutions sur le long terme, des solutions de développement. Bien sûr, il faut savoir aussi que sur toute cette ceinture de l'Afrique qui va du Yémen, comme vous le disiez tout à l'heure, jusqu'au Nigeria, il y a bien sûr la sécheresse qui frappe la Somalie de façon très très forte et très dramatique. Mais il y a un élément commun qui est sans doute le facteur principal de la famine ou des risques de famine qui est le conflit. Ce sont Alors, des sociétés on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission concernant la famine et l'insécurité alimentaire. J'aimerais qu'on revienne sur la sécheresse en elle-même. Rémi Emmerich, vous, à SOS Sahel, vous avez pu observer ça aussi sur les pays que vous couvrez. Alors, on dit que, par exemple, du moins pour la Somalie, les prochaines pluies, si elles arrivent, devraient arriver pas avant 2 mois, ou du moins au mois de juillet. Qu'est-ce qui peut être fait en attendant? Parce que c'est impossible de cultiver en attendant. Oui, les sécheresses chroniques existent malheureusement chaque année dans certaines régions, on va dire, des pays du Sahel. Il y a des zones qui sont plus ou moins fragiles. Au-delà, en plus des sécheresses, nous avons aussi des zones de conflit qui sont particulièrement affectées, où les populations vulnérables sont encore plus fragilisées. Donc il faut à la fois agir en urgence pour porter secours à ces populations vulnérables, mais aussi tout de suite construire sur le long terme, envisager des solutions sur le long terme. Donc des solutions de réhabilitation, des solutions par exemple de reconstitution du cheptel, etc. En Afrique de l'Ouest particulièrement, le Nigeria est très affecté, mais le Mali, le Nord Mali par exemple, où nous intervenons, particulièrement dans la région de Tombouctou, dans la région de Kidal, on trouve certaines communes où le taux d'insécurité alimentaire dépasse pratiquement les 66%. Donc c'est une grande partie aussi de la population qui est affectée dans des régions qui sont parfois un peu moins peuplées. Alors dans ces régions, des épisodes répétés de sécheresse avaient déjà provoqué une série de mauvaises récoltes, des épidémies et une diminution des cheptels, en partie à cause de la détérioration des pâturages. Dominique Burgeon, est-ce que les gouvernements, est-ce qu'un ministre de l'Agriculture
peut aussi, à son niveau, prendre des mesures avec l'appui de la FAO, du PAM et d'autres organisations? Tout à fait. Je pense que tous les États dans lesquels nous intervenons sont des États membres des Nations Unies, membres de la FAO, et donc ça fait complètement partie de notre mandat et de notre travail au jour le jour d'appuyer ces gouvernements à développer des politiques exactement qui permettent de diminuer la vulnérabilité des populations. Mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit, comme mon collègue du PAM l'a souligné, que le dénominateur commun de ces situations où nous avons de l'insécurité alimentaire sévère pour l'instant, c'est souvent malheureusement la situation de conflit. Et donc avec des gouvernements qui ont des capacités très faibles, qui font tout ce qu'ils peuvent effectivement pour appuyer leur population, mais qui ont des capacités faibles, et donc nous devons à leur côté essayer justement de pallier à ces carences et d'appuyer les populations vulnérables de la meilleure façon qui soit. Alors André Vornik, on sait qu'il y a eu le changement climatique, El Niño également. Alors qu'est-ce que ces deux phénomènes ont pu avoir comme impact aujourd'hui sur la sécheresse qu'on connaît à l'heure actuelle? Alors la Somalie a souffert très fortement des conséquences de El Niño depuis 3 ans maintenant. El Niño, ça veut dire que les pluies arrivent tard, qu'elles sont insuffisantes. En même temps, il y a des dérèglements climatiques qui sont apparentés à El Niño, qui font que, par exemple, on a eu des inondations. Donc, nous sommes dans une situation quelque peu paradoxale en Somalie, où il y a quelques mois, il fallait intervenir parce qu'il y avait des inondations. Et maintenant, il faut intervenir parce qu'il y a de la sécheresse. El Niño, vraiment, a très fortement affecté une grande partie de l'Afrique, donc, disons, la côte pacifique de l'Afrique. Et donc, ces problèmes se retrouvent dans une très grande mesure en Somalie, mais aussi en Éthiopie et au Kenya. Et bien sûr, El Niño a affecté très sérieusement aussi l'Afrique australe cette année. Donc, c'est une année particulièrement difficile qui, en plus, en Somalie, se trouve être la 3e année de suite. Et oui, voilà. Donc, encore une fois, je sais que nous allons en arriver au conflit, mais ce sont des facteurs. Enfin, le conflit est toujours un facteur qui ne permet même pas de s'attaquer aux problèmes climatiques à long terme. Alors, l'autre partie, c'est que la sécheresse a conduit à une propagation de diarrhée aiguë, de choléra, de la rougeole. Et il y aurait à peu près 5,5 millions de personnes qui risquent de contracter des maladies transmises par l'eau, qui est cet autre problème. Rémi Emmerich, c'est une vraie question de santé publique aussi, même pour les pays qui ne sont pas aussi exposés que la Somalie en ce moment. Tout à fait. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a un travail à la fois à faire dans l'urgence pour venir en secours aux populations les plus vulnérables et en particulier les enfants, les malnutris, les femmes qui sont plus fragilisées souvent. Et par ailleurs, travailler en concertation avec les gouvernements locaux pour pouvoir justement initier des actions permettant de lutter contre à la fois les problèmes d'hygiène, les problèmes aussi d'accès à l'eau et aussi d'accès à la nourriture. Alors, il existe bien entendu des solutions. Hein. Le tout, c'est de mener ce travail sur le long terme, en concertation avec les États. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits quand même depuis les dernières années, notamment en Afrique de l'Ouest avec le réseau de prévention des crises alimentaires qui permet aujourd'hui de mieux quand même prévenir les crises, mais également mettre en place les mesures qui conviennent. Et là, c'est travailler avec les collectivités territoriales, avec les organisations de base et justement, par exemple, au Nord Mali, nous travaillons avec 7 ONG locales qui ont capacité à déployer quand même assez rapidement des mesures réellement de prévention des crises et des solutions sur le plus long terme. Merci. J'aimerais qu'on revienne rapidement. Tout à l'heure, André Vornik, vous disiez que la FAO, quand elle a tiré la sonnette d'alarme, c'était limite un petit peu trop tard. Dominique Burgeon, est-ce que vous auriez pu alerter plus tôt? Est-ce que ce sont des choses qu'on peut prévenir encore plus tôt que ce que vous aviez déjà fait? Non, alors je pense qu'il faut clarifier quand même que
dans ces pays, d'ailleurs en étroite collaboration avec le PAM et toute une série de partenaires tels FuseNet de l'USAID, nous avons des systèmes de surveillance, qui est un système notamment qui s'appelle le système intégré de classification des phases de la sécurité alimentaire, qui fait de manière saisonnière des études de la situation de la sécurité alimentaire. Et nous avons attiré l'attention, je dirais, au cours des dernières années. Depuis janvier 2014 au Sud-Soudan, nous attirons l'attention sur une dégradation constante de la situation de la sécurité alimentaire. Nous faisons des études similaires qui sont produites régulièrement avec nos partenaires dans des pays comme la Somalie. Donc je pense que justement, à la différence des crises précédentes, nous avons pu cette fois attirer l'attention très tôt sur cette dégradation, ce qui fait que déjà en mars, nous avons finalement une réponse humanitaire qui, dans des pays comme la Somalie, à une échelle bien supérieure à ce qu'elle était en 2011, quand finalement nous avons déclaré la famine en juin 2011, alors que, comme l'a dit mon collègue, plus de la moitié des 260 000 victimes étaient déjà mortes. Donc, nous avons vraiment pu anticiper ça et mobiliser une réponse à l'échelle qui, nous l'espérons, nous permettra d'éviter une catastrophe humanitaire de grande ampleur avec de nombreuses victimes. On poursuit cette discussion dans quelques instants après cette courte pause. Restez avec nous. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. De retour dans Washington Forum, au Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen. 20 millions de personnes sont menacées selon les Nations Unies. Il s'agit de la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi les famines sont-elles de retour ? Quelques 19 pays africains sont confrontés à des degrés différents à des situations d'insécurité alimentaire. Si certaines sont causées par la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño, d'autres sont du fait de l'homme, notamment les conflits armés. On fait le point avec Abdourahmane Dia. Le Nigeria, le Soudan du Sud, la Somalie, 3 pays où l'insécurité alimentaire est certainement plus aiguë que partout ailleurs sur le continent. Ces pays ont ceci en commun, tous sont minés par des conflits armés. Selon les Nations Unies, près de 16 millions de personnes risquent de mourir de faim dans ces 3 pays où des millions de personnes sont obligées de fuir les violences, abandonnant leurs terres et leur bétail. Ils ont atterri dans notre village en pleine nuit. Ils ont commencé à bombarder et tuer les hommes. Et le matin, ils ont disparu. La nuit, ils sont atterris dans notre village. C'était vers minuit. Ils ont brûlé toute la maison dans notre village et toutes les écoles. Supposons que nous avons pu s'enfuir pour venir s'atterrir ici à Mokolo. Dans certains pays, les travailleurs humanitaires sont même visés. Ils sont victimes d'enlèvements et d'assassinats. C'était le cas dans le nord-est du Nigeria en janvier. Et il y a cette dernière tragédie touchant le corps des humanitaires il y a juste quelques jours. L'assassinat de 6 employés d'ONG au Soudan du Sud, un jeune pays plongé dans une sanglante guerre civile depuis 3 ans. Depuis le début de ce conflit en 2013, près de 80 travailleurs humanitaires ont été tués. Vous savez, chaque fois qu'un travailleur humanitaire est tué, ce sont des milliers de personnes qui dépendent de l'aide qui ne pourront plus y avoir accès. Ça provoque un effet domino. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à la pire crise humanitaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon les Nations Unies. L'organisation, confrontée à un manque de financement, cherche 4,5 milliards de dollars avant juillet pour éviter que la situation ne s'empire dans 4 pays. Et parmi ces 4 pays, 3 sont africains. Alors,
André Vornik, c'est quoi la différence entre famine et insécurité alimentaire? On a l'impression qu'il y a une limite qui est posée. Alors écoutez, je ne veux pas être trop technique. Grosso modo, l'insécurité alimentaire, c'est ne pas être en mesure de s'assurer un repas, le minimum des besoins en termes d'un repas complet et nutritif. Alors, il y a des degrés, bien sûr, d'insécurité alimentaire. Quand on arrive à la famine, par contre, ce sont des critères très précis. Et grosso modo, ces critères sont 20% de la population, donc un cinquième de la population, soit en situation justement d'insécurité alimentaire, et 30 enfants, donc pratiquement un tiers des enfants, que la mortalité soit le double de la mortalité de la normale, c'est-à-dire 2 personnes, 2 décès pour 10 personnes. On vous entend un petit peu mal, malheureusement, la connexion n'est pas très bonne. Dominique Burgeon, je vais revenir vers vous. La situation est particulièrement préoccupante en Somalie, on l'a dit, un pays qui a été déclaré en alerte de pré-famine, mais aussi dans le nord-est et sur le littoral kényan, dans le sud-est de l'Éthiopie et dans la région d'Afar, dans le nord-est, qui peinent déjà à se relever de 2 années de sécheresse due à El Niño, on l'a dit tout à l'heure. Quel est le rôle exactement du changement climatique dans la famine? Bon, alors je pense que comme l'expliquait très bien mon collègue Dupam, ici, dans les situations de famine, de risque de famine auxquelles nous sommes confrontés, je pense qu'il faut clarifier que pour l'instant, il y a une famine qui a été déclarée, c'est dans le comté de l'Air, dans l'État de l'Unité au Sud-Soudan. Donc ça, c'est la famine déclarée, qui concerne 100 000 personnes. Nous avons aussi des poches de famine dans le nord-est du Nigeria, et un risque élevé de famine, comme vous l'avez dit, au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et dans le nord-est du Nigeria. Je pense que ce qui est important de garder à l'esprit par rapport à ces situations, c'est qu'on a les situations de famine quand effectivement on a des situations de conflit. Pour l'instant, le dénominateur commun, c'est le conflit. Toutefois, comme vous l'avez bien dit, en Somalie, je dirais, on a une situation de crise prolongée, une crise qui dure depuis longtemps, qui a vraiment érodé les capacités des populations à faire face, sur lequel est venu, donc on avait des populations très vulnérables déjà au départ, sur lequel est venu se greffer un événement climatique extrême qui est la sécheresse. Donc je dirais, le facteur de base, c'est le conflit prolongé, sur lequel vient vraiment avoir un impact considérable le facteur climatique. Donc je pense qu'il faut bien comprendre cette situation et donc la solution première, c'est évidemment la paix, c'est la stabilité. Et nous, en tant qu'humanitaires, ne pouvons en quelque sorte que pallier, qu'essayer de non seulement maintenir les gens en vie, mais essayer de maintenir leurs moyens d'existence également. Effectivement. Alors vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet sur la page Facebook de VOA Afrique. Voici quelques-uns de vos commentaires. Richard Zaouli Zongo au Burkina Faso qui nous dit « La crise alimentaire est due à la mauvaise gouvernance, la mauvaise foi et le manque de volonté de nos dirigeants. » On reviendra dessus. Alphonse Boaki en RDC qui nous dit « Il faudrait penser à des solutions à long terme, augmenter la production, mieux gérer les stocks agricoles, faire des réserves alimentaires d'urgence, augmenter la part de l'aide publique au développement destinée à l'agriculture. » Et enfin, Aïssan Diaye au Sénégal qui nous dit « Le réchauffement climatique est la conséquence de la destruction de la couche d'ozone. Il est lié à la rareté des pluies et le mauvais rendement dans le secteur agricole. Et dans la plupart des cas, ce sont les pays africains qui en souffrent. » André Vornik, avant qu'on vienne spécifiquement sur les conflits, dans les pays où il n'y a pas justement de conflits, mais qui sont quand même sensibles, on le disait tout à l'heure, notamment en Afrique de l'Ouest, on pense à certains pays du Sahel, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des États ? Il y a certainement une responsabilité des États, et je dirais même plus, la responsabilité primordiale, et c'est des États. Je dois vous dire cependant que le PAM a de bonnes relations avec les gouvernements en général des pays où il œuvre. On ne pourrait d'ailleurs pas être présent dans les pays en question si les gouvernements en question ne nous avaient pas invités justement dans leur pays. Donc les gouvernements sont partenaires, les gouvernements donnent toute impression certainement de faire tout ce qui est en leur pouvoir. Maintenant, il faut quand même comprendre que ce sont des pays qui, même en étant souvent démocratiques et des régimes pluralistes,
sont des pays avec des institutions qui sont faibles, qui sont assez récentes, qui n'ont pas vraiment nécessairement de couverture territoriale, qui n'ont parfois même pas la capacité statistique de savoir exactement ce qui se passe dans le pays et quelle est la situation de la sécurité alimentaire. Donc bien sûr, la bonne gouvernance est un critère fondamental, mais dans les instances courantes de malgouvernance, si vous voulez, je pense que très souvent, ce n'est pas l'intention qui manque, mais c'est la capacité de réaliser justement la bonne gouvernance sur le terrain. Et c'est là que les humanitaires, les organisations, les partenaires, les ONG et le secteur privé entrent en ligne de compte. Alors, Rémi Emerick, on me dit que vous êtes de retour avec nous, vous êtes toujours à Ouagadougou. Est-ce que les conflits, par exemple ceux impliquant, alors en Somalie, les Chebabs, mais le nord du Mali qui a connu aussi des groupes djihadistes, le nord du Nigeria, est-ce que cela amplifie les crises ? Et oui, comment ? En effet, puisque tout le capital de production et le savoir-faire se perd à chaque conflit. À chaque fois que les populations sont déplacées, c'est tout l'investissement de base qui a pu être fait au cours des 10-15 dernières années qui est parfois détruit. Donc, en effet, ça a vraiment un effet négatif. Et il faut prévenir à la fois ces conflits et travailler sur des plans d'investissement sur le long terme. Permettez-moi, parmi les solutions, ça fait 40 ans qu'on parle de sécheresse dans la région sahélienne, malheureusement. Les solutions, on les connaît, c'est parfois aussi un manque d'investissement. Par exemple, on sait que dans la grande région sahélienne, c'est-à-dire on peut dire de Dakar à Djibouti, où il pleut entre 300-400 mm, avec bien sûr des fluctuations selon les années, on peut trouver des moyens de reconstituer du couvert végétal, de reconstituer le système de production, valoriser l'agriculture assez rapidement. Alors un des commentaires Facebook nous disait c'est parce qu'on ne sait pas assez faire de stock. Est-ce qu'il y a aussi une question de gestion des stocks ? Tout à fait. Il y a une question à la fois de production, donc pour pouvoir réellement conserver l'eau et diversifier, on va dire, le couvert ligneux sur les terres de culture. Et ça nécessite aussi une bonne gouvernance locale et en particulier l'accès à la terre pour les communautés et en particulier les plus fragiles, notamment dans les zones de conflit, mais aussi les femmes. Par exemple, au Canem, au Tchad, il y a dans les wadis un potentiel pour l'irrigation. Seulement 20% des terres irrigables sont utilisées. Il y a un vrai travail à faire. Et donc, il y a vraiment des solutions sur le long terme, mais il faut aussi penser au stockage et à permettre aux communautés de pouvoir vendre leur production dans de meilleures conditions. Alors, ce sera la dernière question parce que c'est déjà la fin de cette émission. Dominique Burgeon, très rapidement, je reviens vers vous. On parlait dans le reportage de tout à l'heure de 4 milliards de dollars qu'il faudrait à l'ONU aujourd'hui. Vous confirmez ? Oui, tout à fait. Je confirme qu'effectivement, ce sont les fonds dont nous avons besoin. Et je dirais qu'en ce qui concerne les agences romaines, donc c'est-à-dire la FAO et le Programme alimentaire mondial, nous sommes vraiment concentrés pour appuyer ces populations, les populations qui sont en insécurité alimentaire très grave, et avec une approche, je dirais, complémentaire par laquelle le Programme alimentaire mondial apporte une assistance alimentaire et au même moment, nous apportons une assistance en matière de moyens d'existence qui, comme je l'ai signalé, dépendent dans ces régions de l'agriculture. Et donc, il s'agit d'aider à la production agricole, mais aussi d'aider à protéger le bétail qui est, pour beaucoup de populations, la base de leurs revenus. Donc la solution aujourd'hui, c'est avant tout de revenir, dont vous le disiez tout à l'heure, la bonne gouvernance. Il y a aussi retrouver la paix dans ces différents pays. Un dernier mot avec vous, André Vornik. Le message principal du PAM aujourd'hui ? Le message principal du PAM aujourd'hui, c'est d'agir et d'agir vite. Il faut savoir que la crise aura toujours un coût. Si on n'intervient pas pendant les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, la vie de cet enfant sera, sinon perdue, du moins amoindrie, de même que l'économie et de même que le développement du pays. Merci beaucoup. Merci à vous tous, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre vitalité. Un clin d'œil à toute l'équipe et Canal 3 à Niamey. Bonne soirée à vous.